Un corps sain, un produit sain, et voilà. Secouez-vous, mangez des pruneaux. Oh, you man. You know, I have a most ambitious fantasy. What's yours? Révélez-vous en cristal. Eau de toilette cristal, l'éclat d'un parfum. Trivial Pursuit est un jeu de société pour toutes les sociétés, avec des recharges pour tous les goûts, pour tous les âges. Bien sûr, il y en a toujours pour trouver les questions compliquées. Et puis, il y a comme partout les mauvais joueurs. Ah, mais ça... Trivial Pursuit, ce serait trop bête de ne pas y jouer. Cela faisait un mois qu'il attendait une nuit de pleine lune. Alors ce n'est pas le moment de manquer d'énergie. Le testeur Duracell vous indique instantanément si votre pile est bonne ou si elle doit être remplacée. Diabolique, non. Testeur Duracell pour ne rien manquer des grands moments. Exclusivement Duracell. Un petit cube, c'est l'heure de l'apéricube. Apéricube, le fromage de l'apéritif. Sacré vache qui rit. À nous les hits numéro 14. Tous les tubes actuels sur un même disque compact. La gamme, Yannick Noah, T-Rex, Black Box, Seal, Chico et Roberta. Félix Gray, Didi Barbelivien, Roselyne Clark, Michel Fugain, Chris Isaac, Indra. À nous les hits numéro 14. La compilation indispensable. Aujourd'hui, entre les entreprises et leur informatique, il y a des liens essentiels. Si toutes les grandes marques informatiques offrent la même puissance, toutes n'ont pas la même résistance. Ce que l'avance technologique d'IPC apporte aux entreprises, c'est l'extrême fiabilité. IPC, vous avez raison. Mais à chaque fois, c'est pareil avec McCain. Ces frites-là, il faut que j'en parle, que j'en parle, que j'en parle. À chaque fois, tu peux me dire pourquoi. Gna, 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 gna. Et toi, tu ne dis rien, évidemment. Tu me laisses parler, mais pourquoi toujours moi, toujours parler, alors qu'il n'y a rien à redire, qu'on touche à la perfection avec les frites McCain. Dorées, croustillantes, qu'il faudrait inventer des mots définitifs et faire le silence. Alors pourquoi, oui, pourquoi? Oui, Henri, pourquoi? Plus on en parle, moins on en mange. McCain, c'est ceux qui en parlent le moins qui en mangent le plus. Sans volonté de voir grand, rien d'important n'aurait pu exister. Et ni l'acier, ni le cuir, ni la technologie avancée de la 605 n'auraient pu aujourd'hui être au service de votre plaisir. Peugeot 605, la volonté de voir grand. Parce qu'un petit tremblement peut tout gâcher, Panasonic a créé le stabilisateur d'image, Caméscope NVS4 de Panasonic. Attention, publicité comparative. D'un côté, la plupart des assureurs qui ne vous garantissent rien. Pour votre épargne en 92, de l'autre, les mutuelles du Mans Assurance, 9,04%. Les seuls à garantir dès aujourd'hui le rendement de vos placements pour 92. Les mutuelles du Mans Assurance, appelez le 05 19 19 19. Madame, Monsieur, bonsoir. En Yougoslavie, un 14e accord de cessez-le-feu est intervenu hier sous l'égide des Nations Unies. Une force de maintien de la paix pourrait être envoyée sur le terrain, mais en Croatie, les combats se poursuivent autour de la ville d'Osijek et le port de Dubrovnik reste menacé par l'armée fédérale. Notre invité ce soir, Bernard Kouchner, secrétaire d'État à l'action humanitaire qui revient tout juste de Yougoslavie. L'un des scandales des fausses factures devant la justice. Demain, le responsable de la Cogedim, spécialisé dans la promotion immobilière en Île-de-France, est inculpé, mais il nie tout en bloc.
Les élections législatives en Belgique, la coalition du centre droit du Premier ministre Wilfried Martens perd du terrain. L'extrême droite multiplie par 4 ses scores. Voilà donc l'essentiel des titres de cette édition et d'abord le drame yougoslave. Certes, un nouveau cessez-le-feu a pu être signé hier à Genève en présence de l'émissaire des Nations Unies et les négociateurs occidentaux souhaitent parvenir d'ici une semaine à un accord sur l'envoi d'une force de paix de l'ONU. Mais pour le moment, les combats continuent en Croatie après la chute de Vukovar qui aurait fait entre 2000 et 5000 morts selon les premières estimations. C'est la ville d'Osijek qui fait maintenant l'objet d'une offensive de l'armée fédérale. L'armée a déjà pris les villages alentours. Nos envoyés spéciaux Michel Floquet et Jean-François Menet ont pu suivre son avancée dans des conditions extrêmement périlleuses. Au petit matin, entre Vukovar et Osijek, à la limite des premières lignes serbes, l'entrée du village de Laslovo. Hier, ces hommes se sont battus pendant 12 heures pour prendre pied dans les faubourgs. Face à eux, les hommes des milices croates d'extrême droite, reconnaissables, nous dit-on, à leur combinaison noire. Le village est atteint désormais, il va falloir le prendre. La situation est OK. Je crois que nous allons libérer le village ce matin. Ces tirs de mortier prouvent à l'évidence que tous les Croates ne sont pas partis. Hier, ils étaient environ 300, beaucoup se sont repliés pendant la nuit, mais les hommes d'Arkane n'ont aucune idée de ce qu'ils vont trouver en face d'eux. Vous voulez aller jusqu'à Osijek? Et après? Ce que nous voulons, eh bien, c'est seulement libérer les Serbes qui sont actuellement prisonniers de l'État Ustashi croate. Et la libération, dans ce cas précis, commence par la prise de cette rue. Les snipers, les tireurs embusqués, ce que les combattants craignent le plus dans cette sale guerre. Celui-là ne fera pas de victime, il s'est sauvé à travers les ruines, par les champs. La progression continue jusqu'au quartier général croate. La prise du drapeau adverse, comme dans toutes les guerres, mais ici, on s'essuie les pieds dessus. L'ennemi n'est pas respecté et le commandant Arkan le lui fait bien savoir sur sa propre fréquence radio grâce à un talkie trouvé dans un camion abandonné dans la débâcle. Le centre du village est son église. Elle est catholique, les Serbes sont orthodoxes, mais qu'importe, c'est leur drapeau désormais qui flotte sur son clocher. À l'intérieur, 2 cercueils, un piège, nous assurent les miliciens. Leur victoire est totale et le butin conséquent, 2 chars et une grande quantité d'armes. L'armée fédérale occupe désormais le terrain conquis par les milices. Mais surtout, Laseovo est annexé. Le village était à majorité croate désormais. Le voilà serbe. Laseovo est l'un des derniers villages sur la route de Sijek. Au rythme où progressent ces troupes serbes, elles atteindront bientôt, dans quelques jours, les faubourgs de la capitale de la Slavonie. Le port de Dubrovnik reste aussi sous la menace des Serbes et de l'armée fédérale. La cité médiévale a déjà subi certains bombardements. Des bateaux ont pu évacuer un certain nombre de réfugiés. C'est le cas du bâtiment français L'Aran. C'est aussi le cas du navire de l'UNICEF qui a pu arriver hier soir dans le port italien de Bari avec à son bord une 60aine de femmes et d'enfants emmenés par le secrétaire d'État à l'action humanitaire Bernard Kouchner. Visiblement, les habitants de Dubrovnik n'ont qu'une idée en tête, fuir leur ville. Thierry Tuillier et Emmanuel Joachim ont pu assister au départ du dernier ferry. Ils sont tous candidats au départ, persuadés que les soldats fédéraux vont bientôt descendre des collines qui dominent la ville. Convaincus aussi que ce navire est peut-être bien le dernier avant la bataille de Dubrovnik. Dans le port de Grouge, le plus souvent dans la précipitation, tous ceux qui peuvent partir le font. À côté du ferry Iburnia qui doit rejoindre Rijeka en Croatie, d'autres réfugiés s'apprêtent à fuir leur ville. Une 60aine d'enfants et leur mère, accompagnés par Bernard Kouchner, s'en vont eux aussi. Dubrovnik se vide à un rythme accéléré en prévision des combats. Car les autorités croates se sont montrées fermes, l'armée leur demande de capituler avant demain, mais l'état d'esprit des derniers défenseurs de la ville interdit de céder avant de combattre. Nous avons des armes légères. On n'a pas de bateau, pas d'avion,
Pas d'armes lourdes, nous voulons juste être libres en Croatie. À bord, 2000 chanceux ont trouvé une place. Ils s'installent dans les couloirs ou les restaurants. Le ferry est bondé, des conditions de voyage difficiles, mais peu importe. J'aimerais bien rester en Yougoslavie, mais il y a la guerre dans tout le pays. Et j'essaie maintenant de sauver ma peau. Dubrovnik est abandonné maintenant que les Européens sont tous partis. Les hommes en âge de se battre sont restés à terre, mobilisés pour la défense de la ville. Les négociations n'ont pas conduit au repli de l'armée. Du coup, ce drapeau croate qui flotte toujours au-dessus de Dubrovnik est devenu un symbole bien fragile. Ceux qui partent en laissant une ville plongée dans le noir pour cause de couvre-feu ont perdu tout espoir. Tout à l'heure, la police militaire fédérale va monter à bord les fouiller et ce ne sera rien d'autre qu'une humiliation de plus. L'accord de Genève a théoriquement conduit à la levée du blocus des casernes de l'armée en Croatie, mais l'évacuation se fait sous le contrôle des observateurs de la CE. Elle se fait d'ailleurs non sans mal, ainsi à Zagreb, l'incertitude règne toujours quant au déblocage de la caserne du maréchal Tito, et les habitants de la ville craignent que l'accord de cessez-le-feu ne les conduise à perdre un tiers de leur territoire. Bernard Kouchner, bonsoir, vous étiez hier soir encore à Bari en Italie et vous veniez de Dubrovnik, vous y avez passé 10 jours en Yougoslavie. D'abord, qu'avez-vous vu? Est-ce que vous ne craignez pas qu'avec votre départ, la tension monte encore? Oui, bonsoir, oui, ce sont des images difficiles à voir, je crains en effet, mais d'abord je vais y retourner, je vais tenter d'y retourner très vite. Et puis à un moment donné, que pouvons-nous faire? Il faut bien se rendre compte que lorsque les gens veulent se battre, c'est très difficile de les en dissuader. Nous avons tenté à Dubrovnik d'installer des corridors humanitaires, c'est-à-dire un accès à cette ville. Et je crois que ce fut un demi, ou en tout cas une espèce de succès. Des bateaux, on l'a vu, vont et viennent, ce qui n'était pas le cas avant. Il y a eu ce formidable bateau, la Rance, avec des marins français qui faisaient chaud au cœur et qui ont fait un travail formidable, et puis il est parti. Et puis ce dernier ferry, mais d'autres viendront. Le bateau San Marco italien, la Rance, va tenter de revenir. Moi-même, je vais m'y rendre. Alors évidemment, on peut les protéger, mais quoi? Il faut qu'on s'installe à leur place en Yougoslavie. C'est un peu difficile. Et puis le dialogue est tellement impossible. Nous avons tenté de négocier non pas seulement ce corridor sur la mer, mais une espèce d'îlot sauf, un îlot de tranquillité sur le terrain. Et nous avons réussi pendant les premiers jours dans une ville à côté où il y avait 15 000 habitants qui s'appelle Bukovica. Mais au bout d'un certain temps, ces gens s'embrassent, ils se connaissent, ce sont des cousins, des frères ennemis, c'est Dostoïevski. Avant de se donner un grand coup de couteau, ils s'embrassent en disant « mon frère, je suis obligé de te tuer ». C'est quelque chose de très difficile à comprendre au cœur de l'Europe. Alors que faire? Oui, non, enfin, je crois qu'il faut toujours essayer. Nous avons beaucoup essayé. Je crois que jamais un tel effort n'a été fait. Dubrovnik, c'est un symbole culturel pour nous aussi, mais il y a d'autres villes, bien sûr, Osijek demain. J'étais à Osijek il y a 3 semaines, nous avons apporté des médicaments. C'est une énorme ville, ça fera d'énormes dégâts. Comment peut-on les en empêcher? L'Europe a essayé, tant bien que mal. Je sais qu'il y a des critiques qui peuvent être émises, mais l'Europe était seule et toujours seule. On dit que les observateurs ne sont pas partout, c'est vrai, mais doit-on mourir pour Dubrovnik? Quel Français va essayer... C'est-à-dire que ça se passe si près de chez nous, c'est ça? Oui, c'est vrai, mais est-ce qu'on est prêt à mourir pour ça? Est-ce qu'il y a une armée, une espèce de force de police, on appelle ça l'ingérence, pratiquement, qui fait quoi? Qui ira se battre pour empêcher l'armée d'avancer? Est-ce que selon vous, il aurait fallu qu'un corps d'armée européen y aille? Écoutez, la position de la France était claire, et moi je l'approuvais. Nous avons demandé dans les premiers temps qu'une force d'interposition soit mise en place, ce qui était possible peut-être dans un premier temps bien difficile face à une énorme armée fédérale. Maintenant, c'est encore plus difficile, et maintenant nos regards se tournent vers l'ONU, vers New York, avec peut-être des casques bleus. Je salue les efforts de Cyrus Vance et de Lord Carrington et ce nouveau cessez-le-feu à Genève, mais il est déjà rompu. C'est le 14e. Sachez que pendant nos négociations, les soldats fédéraux avançaient. Alors comme il faut absolument pas choisir un camp, il faut que de part et d'autre on s'indigne devant toutes les victimes, parce que c'est pas simple, et c'est vrai que les responsabilités sont partagées. Maintenant, nous nous indignons plus parce que ce sont les Croates qui massivement, en effet, subissent l'offensive, presque une armée d'invasion qui va prendre du territoire. Et la disproportion des forces est telle que cette Croatie, elle existe déjà dans le malheur, et il faut qu'elle existe différemment. Alors, maintenant on dit reconnaître la Croatie ou la Slovénie, et les deux serait une possibilité. Oui, nous avons toujours été très clairs, président de la République, pendant du mal, on dit d'abord un cessez-le-feu parce que les gens meurent,
Que faire pour arrêter ces massacres? D'abord un cessez-le-feu, ensuite une négociation sur quelle frontière, quelle Croatie, quelle minorité protéger, et ensuite la reconnaissance. Il faudra sans doute bouleverser cette